À 72 ans, j'ai découvert que la douleur la plus profonde n'est pas la solitude, mais d'entendre sa propre famille comploter contre soi. Ne t'inquiète pas, bientôt la maison de ta mère sera à nous. Elle est vieille. Elle va bientôt mourir, ou n'aura même pas d'argent pour se défendre avec un avocat. Ces mots de ma belle-fille, entendus par hasard, ont brisé mon monde en un instant. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que dans mon sac se trouvait quelque chose qui allait tout changer. La dernière lettre de mon mari décédé. Dans cette lettre, Jacques avait laissé bien plus que des mots d'amour. Il y avait un secret si lourd qu'il changerait à jamais le destin de notre famille. Un secret que mon fils Laurent découvrirait bientôt à ses dépens. Entre trahison familiale, héritage contesté et révélation bouleversante, j'allais devoir me battre non seulement pour mes biens, mais pour ma dignité et ma liberté même. À mon âge, je croyais tout savoir de la vie et de ma famille. Je n'imaginais pas à quel point je me trompais. Si cette histoire vous a intrigué, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits bouleversants comme celui-ci. Laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez et activez la cloche pour être notifié des prochaines publications. D'où me regardez-vous aujourd'hui? J'avais 72 ans quand j'ai découvert que la pire douleur n'était pas la solitude, mais d'entendre sa propre famille comploter contre soi. J'avais oublié mes lunettes sur la table de la cuisine de mon fils, à Marseille, et j'y suis retourné en fin d'après-midi. Le soleil se cachait déjà derrière les maisons mitoyennes quand j'ai posé ma main sur la poignée. C'est alors que j'ai entendu, par la porte entr'ouverte, la voix de ma belle-fille. « Ne t'inquiète pas, bientôt la maison de ta mère sera à nous. Elle est vieille, elle va bientôt mourir ou n'aura même pas d'argent pour se défendre avec un avocat. » Mon cœur s'est arrêté. J'ai senti le sang quitter mon visage. Je me suis accroché au chambranle pour ne pas tomber, tandis que ces mots résonnaient comme des lames en moi. Je ne suis pas entré. J'ai simplement refermé doucement la porte, un faux sourire figé sur mes lèvres, un sourire qui cachait le début de ma ruine. Ce qu'ils ignoraient, c'est que dans mon sac à main se trouvait quelque chose qui allait tout changer, la dernière lettre écrite par mon mari avant de mourir. Cette lettre, Jacques l'avait écrite de sa main tremblante, 2 jours avant que le cancer ne l'emporte. « N'ouvre ceci que lorsque tu n'auras plus d'autre choix », m'avait-il dit en me la confiant, ses yeux déjà voilés par la morphine. Pendant 3 ans, je l'avais gardée, scellée, dans le tiroir de ma commode Louis XV, celle que nous avions achetée ensemble aux Puces de Saint-Ouen pour notre premier anniversaire de mariage. La main toujours sur la poignée, j'ai entendu mon fils répondre d'une voix que je ne reconnaissais plus. « Elle commence à perdre la tête de toute façon. Si on joue bien, le juge des tutelles nous donnera raison. On pourra disposer de tout. » Un sanglot est monté dans ma gorge, mais je l'ai ravalé. Moi, Eliane Dubois, veuve d'un notaire respecté, ancienne institutrice à l'école Saint-Joseph pendant 35 ans, j'étais devenue une proie pour mes propres enfants. La maison sur la colline de Vaufrèges, avec sa vue sur la Méditerranée que nous avions achetée à force d'économie, ils la convoitaient comme des vautours. J'ai reculé silencieusement, mes vieilles jambes me portant par miracle jusqu'au bout de l'allée. Les glycines que j'avais offertes à mon fils pour l'embellissement de sa terrasse semblaient en me narguer. C'était moi qui les avais plantées, comme tant d'autres choses dans cette famille que j'avais construite. Dans le bus 19 qui me ramenait chez moi, serrant mon sac contre ma poitrine, je regardais défiler les façades ocre de Marseille, cette ville où j'avais vécu toute ma vie, le marché de Noailles, où j'achetais mes épices, la Canebière, où Jacques m'avait embrassé pour la première fois en 1968, pendant les manifestations, la bonne mère qui veillait sur nous tous, indifférente aux trahisons qui se jouaient à ses pieds. Une larme a coulé sur ma joue ridée. La dame assise en face de moi m'a tendu un mouchoir en papier. « Ça va, madame ?» J'ai hoché la tête, incapable de parler. Comment expliquer que votre monde vient de s'effondrer en l'espace d'une phrase? Comment dire que ceux que vous avez portés dans votre ventre planifient votre disparition? Arrivé chez moi, j'ai posé mon sac et me suis dirigé vers la commode. Le tiroir a grincé, comme pour m'avertir. La lettre était là, jaunissante, avec l'écriture élégante de Jacques. J'ai caressé l'enveloppe du bout des doigts, sentant son poids, le poids des secrets qu'elle renfermait. Je savais que cette lettre contenait quelque chose de grave. Jacques ne m'aurait jamais demandé de la conserver si ce n'était pas le cas. Mon mari avait toujours eu un sens aigu de la justice, mais aussi des prémonitions troublantes. Avait-il pressenti, de son lit de mort, que notre fils Laurent se retournerait contre moi? J'ai hésité, la main tremblante. Ouvrir cette lettre, c'était peut-être déterrer des vérités qui changeraient tout. C'était peut-être me défendre.
mais aussi détruire ce qui restait de ma famille. Au moment où j'allais la décacheter, le téléphone a sonné, me faisant sursauter. C'était ma petite fille, Emma, la fille de Laurent. « Mamie, c'est moi. Je peux passer te voir demain? J'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. » Sa voix semblait étrange, tendue. Emma avait toujours été plus proche de moi que de sa mère. À 23 ans, elle terminait ses études d'architecture à Aix-en-Provence. Était-elle aussi dans le complot? Ou venait-elle m'avertir? « Bien sûr, ma chérie. Viens prendre le café à 10 heures. Je ferai des madeleines. » J'ai raccroché, le cœur battant. La nuit qui s'annonçait serait longue. Et demain, peut-être, je devrais faire un choix qui changerait le cours de nos vies à tous. Un choix entre la vérité et la paix, entre la justice et le pardon. Car ce que ma belle-fille et mon fils ignoraient, c'est que je n'étais pas qu'une vieille dame fragile. J'étais une survivante. J'avais connu la guerre étant enfant, la pénurie, la peur. J'avais perdu mon premier amour dans les événements d'Algérie. J'avais survécu au cancer du sein 15 ans plus tôt. Et maintenant, alors que le soleil se couchait sur Marseille, colorant ma chambre d'une lumière orangée, j'ai souri. Non plus le sourire faux devant la porte de mon fils, mais un sourire de détermination. Il voulait la guerre? Il l'aurait. Car dans mon sac, la lettre de Jacques n'était pas la seule arme que je possédais. Il y avait aussi ce petit carnet noir où, depuis des années, je notais tout, absolument tout. J'ai passé une nuit blanche, les yeux rivés sur cette lettre mystérieuse que je n'avais pas encore osé ouvrir. Le tic-tac de la vieille horloge normande résonnait dans mon appartement silencieux, me rappelant cruellement que le temps filait. À l'aube, j'ai marché jusqu'à la fenêtre, contemplant les teintes rosées qui enveloppaient le port de Marseille. J'ai songé avec amertume que cette même vue avait jadis enchanté Jacques. Il aimait tellement notre maison, notre vie ici. Et maintenant, notre propre fils voulait me l'arracher. Je me suis préparé pour la visite d'Emma avec un soin particulier. J'ai sorti la nappe en dentelle héritée de ma mère, disposé les tasses en porcelaine de Limoges que Jacques m'avait offertes pour nos noces d'argent. Dans la cuisine, j'ai pétri la pâte des madeleines, comme ma grand-mère me l'avait appris. Avec patience et amour, Eliane. C'est le secret. L'odeur de vanille et de beurre a envahi l'appartement, créant l'illusion fugace d'un foyer intact. À 10 heures précises, la sonnette a retenti. Emma se tenait là, ses cheveux châtains noués en chignon désordonné, ses grands yeux verts, les yeux de Jacques, cernés de fatigue. Elle m'a serré dans ses bras plus longtemps que d'habitude. « Mamie » a-t-elle murmuré contre mon épaule. « J'ai quelque chose d'important à te dire. » Nous nous sommes installés dans le salon. Emma a refusé les madeleines encore tièdes, triturant nerveusement son bracelet, celui que je lui avais offert pour ses 18 ans, en argent avec un petit charme en forme de boussole. « Pour que tu trouves toujours ton chemin », lui avais-je dit ce jour-là. J'ai surpris une conversation entre papa et maman, a-t-elle commencé, la voix tremblante. Il parlait de te faire déclarer incapable, de prendre le contrôle de tes biens. Malgré ce que j'avais entendu la veille, l'entendre confirmé par ma petite fille m'a fait l'effet d'un coup de poignard. J'ai serré mes mains ridées l'une contre l'autre pour les empêcher de trembler. Ils ont déjà contacté un médecin, a poursuivi Emma, les larmes aux yeux. Un ami de papa. Il doit te rendre visite dans les prochains jours, faire un faux rapport. Pourquoi me dis-tu tout cela? Ai-je demandé, scrutant son visage. Parce que c'est injuste, s'est-elle exclamée. Parce que je t'aime, mamie. Et aussi parce que, elle a hésité, baissant les yeux vers ses mains. Parce que je crois que papa n'est pas lui-même. Depuis que le cabinet de notaire a des problèmes financiers, il est comme possédé. C'est maman qui le pousse. Elle n'arrête pas de parler de cette maison, de l'argent qu'il pourrait en tirer. Ils sont criblés de dettes, mamie. Papa a fait de mauvais investissements. J'ai regardé par la fenêtre, vers la mer scintillante au loin. Tout s'éclaircissait. Laurent, mon fils, avait pris la succession de son père au cabinet notarial. Pendant des années, j'avais cru qu'il réussissait. Était-ce un mensonge depuis le début? Il y a autre chose, a ajouté Emma, hésitante. J'ai vu des documents sur le bureau de papa, des papiers concernant un homme nommé Philippe Dantec. Est-ce que ce nom te dit quelque chose? Mon sang s'est glacé dans mes veines. Philippe Dantec. Ce nom que Jacques avait prononcé dans son délire fiévreux, quelques jours avant sa mort. Il faut dire la vérité à Philippe, avait-il répété. J'avais mis cela sur le compte de la morphine. Mais maintenant, non. Ai-je menti? Je ne connais personne de ce nom. Emma m'a regardé, peu convaincue. Elle avait toujours su quand je ne disais pas la vérité. Même enfant. Mamie, quoi qu'il arrive, je suis de ton côté.
Mais il faut que tu te défendes. Ils sont sérieux. » Après son départ, j'ai sorti la lettre de Jacques de son tiroir. L'heure était venue. D'une main tremblante, j'ai brisé le cachet de cire rouge que mon mari avait apposé. À l'intérieur, plusieurs feuillets couverts de son écriture élégante, devenue hésitante vers la fin. « Ma chère Eliane, » commençait la lettre, « si tu lis ceci, c'est que le pire est arrivé. J'ai toujours su que notre bonheur était bâti sur un secret qui un jour pourrait revenir nous hanter. » J'ai lu la suite, les larmes coulant sur mes joues. Chaque mot de Jacques était comme un coup de marteau brisant le miroir de notre vie. Ce que j'y apprenais dépassait l'imagination. Non seulement notre fils avait un demi-frère, mais ce Philippe Dantec avait droit à une part de notre patrimoine. Un patrimoine bien plus important que ce que j'avais toujours cru. « Pardonne-moi, » concluait Jacques. « J'ai voulu te protéger en te cachant tout cela. Mais si tu lis ces mots, c'est que tu as besoin de savoir. Dans le coffre numéro 247 de la Société Générale, place de la République, tu trouveras tout ce dont tu auras besoin pour te défendre. La clé est cachée dans la reliure du Comte de Monte Cristo de notre bibliothèque. Souviens-toi toujours que je t'ai aimé plus que tout malgré mes erreurs. » J'ai replié la lettre, abasourdi. Le Comte de Monte Cristo. Bien sûr, le livre préféré de Jacques. L'histoire d'un homme injustement emprisonné qui revient se venger. Était-ce un message? Un avertissement? Cette nuit-là, je me suis rendu dans ma bibliothèque et j'ai pris le vieux volume relié de cuir. En l'ouvrant délicatement, j'ai découvert que les pages centrales avaient été évidées. À l'intérieur se trouvait une petite clé dorée et une photographie jaunie. Jacques, jeune, aux côtés d'une femme que je ne connaissais pas. Au dos, une date. Marseille, 1962, et 2 prénoms. Jacques et Catherine. J'ai glissé la clé et la photo dans mon sac à main. Demain, j'irai à la banque. Demain, je découvrirai ce que mon mari m'avait caché pendant près de 50 ans de mariage. Et demain, peut-être, je commencerai à me battre contre mes propres enfants pour ma survie. Au dehors, le Mistral s'était levé, faisant claquer les volets. Une tempête se préparait sur Marseille. Une tempête qui n'était rien comparée à celle qui allait bientôt s'abattre sur notre famille. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant l'aube. Les révélations de la veille encore fraîches dans mon esprit. La pluie tambourinait contre les vitres, comme si le ciel lui-même pleurait mes illusions perdues. Je me suis préparé avec soin, choisissant mon tailleur bleu marine, celui que Jacques aimait tant, et j'ai attaché autour de mon cou le collier de perles qu'il m'avait offert pour nos 40 ans de mariage. Ces petites perles douces contre ma peau me donnaient l'impression qu'une partie de lui m'accompagnait encore. À 9 heures précises, j'ai quitté mon appartement, parapluie à la main, et j'ai pris le bus jusqu'à la place de la République. Marseille s'éveillait sous la bruine. Les commerçants installaient leurs étals, protégés par des bâches colorées. Au café du coin, des retraités s'abritaient déjà, tasses fumantes entre les mains, observant le balai matinal des passants pressés. J'ai croisé Madeleine Bonnet, une ancienne collègue de l'école Saint-Joseph qui m'a salué d'un signe de tête distant. Les nouvelles allaient vite dans notre quartier. Je me demandais si les rumeurs sur ma prétendue sénilité avaient déjà commencé à circuler. La Société Générale se dressait, imposante, au coin de la place. J'ai poussé la lourde porte en verre, serrant dans ma poche la petite clé dorée. Le jeune employé au guichet m'a regardé avec une politesse mêlée de condescendance. Ce regard que l'on réserve aux personnes âgées, supposées lentes et confuses. « Bonjour madame, que puis-je faire pour vous ? Je souhaiterais accéder au coffre numéro 247. » ai-je répondu, la voix plus ferme que je ne l'espérais. Il a vérifié sur son ordinateur, ses sourcils se fronçant légèrement. « Ce coffre est au nom de monsieur Jacques Dubois. Mon défunt mari, ai-je précisé. J'ai la clé et je suis son épouse et héritière légale. Après avoir examiné mes papiers d'identité et vérifié dans le système, il m'a finalement conduite vers la salle des coffres. La pièce était froide, impersonnelle, avec ses rangées métalliques identiques. Le coffre 247 était situé au fond, presque invisible, comme si Jacques avait voulu que son secret reste aussi discret que possible. Mes mains tremblaient lorsque j'ai inséré la clé. Le mécanisme a cédé dans un cliquetis qui a résonné comme un glas. À l'intérieur, une enveloppe épaisse en papier Kraft, fermée par un seau de cire semblable à celui de la lettre. J'ai retiré le coffret et j'ai demandé à utiliser l'un des petits bureaux privés pour examiner son contenu. Seul dans la pièce sans fenêtre, j'ai ouvert l'enveloppe. Elle contenait plusieurs documents, un acte de naissance au nom de Philippe Dantec, né à Marseille le 17 mars 1963, un contrat notarié signé par Jacques reconnaissant sa paternité et, coup de poignard supplémentaire,
un testament holographe datant de 2016, à peine un an avant sa mort. Dans ce testament, Jacques reconnaissait Philippe comme son fils, né d'une liaison avec Catherine Dantec alors qu'il était déjà fiancé avec moi. Il stipulait qu'un tiers de ses biens devait lui revenir, le reste étant partagé entre Laurent et moi-même. Mais ce qui m'a le plus bouleversé, c'était une note manuscrite jointe au testament. « Eliane, si tu découvres ceci, c'est que Laurent a découvert l'existence de son demi-frère et cherche à s'approprier l'intégralité de l'héritage. Philippe ignore tout de son origine. Je l'ai aidé financièrement en secret pendant des années, prétextant des investissements professionnels. Pardonne-moi cette double vie. J'ai été trop lâche pour te dire la vérité de mon vivant. Des larmes amères coulaient sur mes joues. Notre mariage, nos souvenirs, tout semblait soudain teinté de mensonges. Je me suis rappelé ces inexplicables voyages d'affaires, ces coups de téléphone auxquels Jacques répondait en s'isolant, ces absences que j'avais mises sur le compte de son travail exigeant. Mais il y avait autre chose dans l'enveloppe, des relevés bancaires prouvant que Laurent avait détourné des fonds du cabinet notarial, des sommes importantes transférées vers des comptes personnels. Et plus inquiétant encore, une procuration falsifiée portant ma signature, datant de 3 mois plus tôt, donnant à mon fils tout ce pouvoir sur mes biens. Mon cœur battait si fort que j'ai cru qu'il allait exploser dans ma poitrine. Ce n'était plus seulement une question d'héritage. Laurent avait commis des actes criminels. La falsification, le détournement de fonds. Mon propre fils était devenu un escroc. En quittant la banque, je serrais contre moi les documents comme un bouclier. La pluie avait cessé, laissant place à un soleil pâle qui se reflétait dans les flaques. J'ai marché jusqu'à la place Castellane et je me suis assise sur un banc, observant les passants, les couples, les familles. Tous ces gens aux vies apparemment simples et honnêtes. Comment ma vie avait-elle pu se transformer en un tel cauchemar? Mon téléphone a sonné, me faisant sursauter. C'était Laurent. « Maman, je passais juste prendre de tes nouvelles. Tu semblais distraite hier quand tu es venue chercher tes lunettes. » Sa voix était empreinte d'une fausse sollicitude qui me glaçait le sang. Savait-il que je n'étais jamais entré? Qu'est-ce que son ton mielleux cachait? « Je vais très bien », ai-je répondu, m'efforçant de paraître normal. J'ai juste beaucoup à faire ces jours-ci. À faire? Mais tu ne devrais pas te fatiguer à ton âge. D'ailleurs, j'ai pris rendez-vous avec le docteur Moreau pour toi. Il passera te voir demain. Un simple contrôle de routine. Le fameux médecin complice. J'ai serré les dents. Ce ne sera pas nécessaire. J'ai déjà mon médecin traitant. Mais Moreau est excellent et il vient à domicile. Tout est arrangé. J'ai raccroché après quelques banalités, la nausée au bord des lèvres. Il fallait que j'agisse vite. J'ai appelé un taxi et je me suis rendu directement à Aix-en-Provence, au cabinet de maître Rosalie Fabre. Une notaire que je connaissais depuis des années, une amie de Jacques qui n'avait jamais apprécié notre fils. Dans son élégant bureau aux boiseries anciennes, j'ai tout déballé. La lettre, le testament caché, la falsification, les malversations de Laurent. Elle m'a écouté sans m'interrompre, son visage sévère se durcissant à mesure que je parlais. « Eliane, ce que vous me décrivez est extrêmement grave, a-t-elle finalement dit. Votre fils risque la prison. Êtes-vous prête à aller jusque-là? La question m'a frappé de plein fouet. Malgré sa trahison, Laurent restait mon fils, l'enfant que j'avais porté, élevé, aimé. Étais-je prête à le voir derrière les barreaux? Je veux juste récupérer ce qui m'appartient, ai-je murmuré, et comprendre pourquoi. Pourquoi mon fils a pu devenir cet homme que je ne reconnais plus? Rosalie a hoché la tête. Il nous faut d'abord sécuriser vos biens et contacter ce Philippe Dantec. Ensuite, nous déciderons de la suite. En sortant du cabinet notarial, le poids des documents dans mon sac me semblait plus lourd que jamais. Le soleil déclinait sur Aix, dorant les façades des hôtels particuliers. Dans ces rues élégantes où Jacques et moi avions autrefois flâné, main dans la main, je me sentais désormais comme une étrangère, une femme dépouillée non seulement de ses biens, mais aussi de ses certitudes et de ses souvenirs. Les jours qui suivirent se transformèrent en un étrange jeu de cache-cache. Je devais feindre l'ignorance face à Laurent et Corinne, ma belle-fille, tout en préparant ma défense avec maître Fabre. Le fameux docteur Moreau s'était présenté chez moi comme prévu, un homme au sourire artificiel et au regard fuyant. J'avais refusé de le laisser entrer, prétextant une migraine, promettant de reprogrammer. Il avait insisté, Laurent aussi, par téléphone, mais j'étais resté inflexible. Je ne me sens pas bien aujourd'hui, nous verrons plus tard. Ce matin-là, je me rendis au marché de Saint-Antoine, comme chaque jeudi depuis des décennies.
Le rituel des courses était devenu mon ancrage dans cette réalité devenue cauchemardesque. L'odeur des herbes de Provence, les couleurs vives des légumes, le bruit des marchands qui s'interpellaient, tout cela me rattachait à la vie normale que j'avais connue avant de découvrir la trahison. Je m'arrêtais au stand de Martine, la fromagère, pour acheter mon habituel morceau de banon. Elle m'accueillit avec un sourire gêné, évitant mon regard. « Bonjour Eliane, comment allez-vous aujourd'hui ?» Quelque chose dans son ton me mit immédiatement sur mes gardes. Elle jetait des coups d'œil furtifs vers Gisèle et Arlette, deux voisines qui chuchotaient en me regardant, de l'autre côté de l'étalage. « Je vais très bien, merci », répondis-je en redressant les épaules. « Pourquoi cette question ?» Martine rougit, enveloppant maladroitement mon fromage. « Pour rien, pour rien. C'est juste que... les gens parlent. Vous savez comment c'est ?» Mon cœur se serra. Alors les rumeurs avaient déjà commencé à circuler. « Et que disent-ils exactement ?» demandai-je d'une voix que je voulais ferme, mais qui tremblait légèrement. Martine baissa les yeux, visiblement mal à l'aise. « Oh, des bêtises. Que vous commencez à être... confuse. Que votre fils s'inquiète pour vous. Que vous avez des pertes de mémoire. » La honte et la colère m'envahirent simultanément. Une vague brûlante qui me monta au visage. Je regardais autour de moi. Sur ce marché où j'étais connu depuis toujours, des regards curieux ou compatissants se détournaient à mon approche. Ces gens avec qui j'avais partagé des décennies de ma vie, baptême, mariage, deuil, me regardèrent maintenant comme une vieille femme diminuée, pathétique. « C'est absurde », répondis-je en saisissant mon paquet. Je n'ai jamais eu l'esprit aussi clair. En m'éloignant, j'entendis Gisèle murmurer à Arlette « C'est toujours ce qu'ils disent. » Ma pauvre tante était pareille avant qu'on la place en maison de retraite. Elle croyait aussi que tout le monde lui voulait du mal. Cette phrase me frappa comme une gifle. J'accélérai le pas, mon cabas devenu soudain très lourd. Arrivé à la fontaine de la place, je m'assis un instant pour reprendre mon souffle. Une larme solitaire coula sur ma joue, que j'essuyai rageusement. Je ne pouvais pas me permettre de m'effondrer, pas maintenant. La partie était trop serrée. De retour chez moi, mon téléphone sonnait. Un numéro inconnu. Je décrochai avec méfiance. « Madame Dubois ?» Une voix masculine, grave, que je ne reconnaissais pas. « Oui, c'est moi. Je m'appelle Philippe Dantec. Maître Fabre m'a contacté. Il paraît que nous avons à parler. » Mon cœur se mit à battre si fort que je dus m'asseoir. Philippe Dantec, le fils caché de Jacques. Mon beau-fils inconnu pendant toutes ces années. Une partie de moi voulait raccrocher, refuser cette conversation qui rendait réel ce que je tentais encore de considérer comme un mauvais rêve. Mais une autre partie, plus forte, avait besoin de réponses. « Oui, en effet, » répondis-je finalement. « Peut-être devrions-nous nous rencontrer. Je suis à Marseille pour quelques jours. Demain, 15 heures, au Café des Navigateurs sur le Vieux-Port. » J'acceptais, la gorge nouée. Après avoir raccroché, je restais longtemps immobile, fixant le téléphone comme s'il s'agissait d'un objet étranger. Demain, je rencontrerai l'homme pour qui Jacques avait mené une double vie. L'homme qui, sans le savoir, avait jeté une ombre sur 50 ans de mariage. La sonnette me fit sursauter. Par le Judas, je reconnus la silhouette élancée d'Emma. J'ouvris, soulagé de voir un visage amical. « Mamie », dit-elle en m'embrassant, « j'ai croisé papa ce matin. Il prétend que tu refuses de voir le médecin. Il dit que c'est un signe que tu n'es plus en état de prendre soin de toi. » Son expression inquiète me brisa le cœur. Ma propre petite fille doutait-elle de moi aussi ? « Emma, regarde-moi », dis-je en prenant son visage entre mes mains. Est-ce que j'ai l'air confuse ? Est-ce que j'ai l'air de perdre la tête ? Elle m'observa attentivement, puis secoua la tête. Non, bien sûr que non. Mais papa dit que... Ton père ment, l'interrompis-je, décidant subitement qu'Emma méritait de connaître la vérité. Il veut me faire déclarer incapable pour prendre le contrôle de mes biens. J'ai des preuves. Je lui montrai les documents trouvés dans le coffre, la procuration falsifiée, les relevés bancaires. Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur. « Ce n'est pas possible », murmura-t-elle. « Papa ne ferait jamais. J'ai également découvert autre chose, poursuivis-je doucement. Quelque chose concernant ton grand-père, quelque chose que même ton père ignorait jusqu'à récemment. » Je lui racontai l'existence de Philippe Dantec, le fils secret de Jacques, le demi-frère de Laurent. À mesure que je parlais, je voyais son visage passer de l'incrédulité à la stupéfaction, puis à une sorte de compréhension douloureuse. « C'est pour ça, » murmura-t-elle. « C'est pour ça que papa est si désespéré. S'il y a un autre héritier, ça change tout pour l'héritage. » Elle se leva et fit les 100 pas dans mon petit salon agité.
Mamie, tu dois faire très attention. J'ai entendu maman au téléphone hier. Elle parlait à quelqu'un. Elle disait qu'il fallait accélérer les choses. Un frisson me parcourut l'échine. Que préparait-il exactement? Je rencontre Philippe Dantec demain, lui dis-je. Je dois comprendre ce qu'il sait, ce qu'il veut. Emma s'assit près de moi, prenant mes mains dans les siennes. Je viendrai avec toi, déclara-t-elle fermement. Tu ne devrais pas affronter ça toute seule. Sa loyauté me toucha profondément. Dans ce naufrage familial, au moins une personne me croyait, me soutenait. C'était à la fois un immense soulagement et une terrible tristesse que ma propre petite fille doive choisir un camp dans cette guerre sordide. Après son départ, je m'approchai de la fenêtre. Le soleil se couchait sur la baie de Marseille, teintant l'eau d'or et de pourpre. Pendant des années, j'avais contemplé ce même spectacle aux côtés de Jacques, sa main dans la mienne, partageant un silence complice. Aujourd'hui, je me demandais si ces moments avaient été réels, ou si, même alors, une partie de lui était ailleurs, avec cette autre famille qu'il avait créée dans l'ombre. Et demain, je rencontrerai le fruit de cette trahison. Non pas un monstre abstrait, mais un homme en chair et en os, qui portait peut-être le même sourire que Jacques, les mêmes expressions, les mêmes gestes que j'avais aimés pendant toute ma vie adulte. La nuit qui précéda ma rencontre avec Philippe Dantec fut interminable. Je me tournais et me retournais dans mon lit, assailli par des rêves fragmentés où Jacques me regardait avec des yeux pleins de reproches. À l'aube, j'abandonnai toute tentative de sommeil et me levai pour préparer un café. Les premiers rayons du soleil filtraient à travers mes rideaux de dentelle, projetant des motifs délicats sur le parquet ciré qui avait connu tant de pas, tant d'histoires. Debout près de la fenêtre, ma tasse brûlante entre les mains, j'observais Marseille s'éveiller. Les bateaux de pêche rentraient déjà au port, leurs cales pleines de la pêche du matin. Au loin, Notre-Dame de la Garde se détachait sur le ciel pâle, cette bonne mère que les Marseillais considéraient comme leur protectrice. Combien de fois avais-je prié là-haut pour ma famille, pour Jacques, pour Laurent, pour Emma, et maintenant, pour moi-même, perdu dans ce labyrinthe de mensonges et de trahisons. À 14 heures, Emma arriva comme convenu. Elle portait une robe simple et élégante, ses cheveux relevés en chignon. Je fus frappé par sa ressemblance avec moi au même âge, ce mélange de détermination et de vulnérabilité dans le regard. Nous prîmes le bus jusqu'au Vieux-Port, avançant en silence parmi la foule des touristes et des locaux. J'avais choisi une tenue sobre mais soignée. Mon ensemble bleu marine, mes perles, une touche de rouge à lèvres, mon armure pour ce qui s'annonçait comme l'une des confrontations les plus difficiles de ma vie. Le Café des Navigateurs était un établissement ancien, avec ses chaises en rotin et ses nappes à carreaux. En arrivant, je scrutais les visages, cherchant un homme qui pourrait être le fils de Jacques. Comment le reconnaîtrais-je? Aurais-je cette intuition maternelle, ce sixième sens qui permettrait d'identifier immédiatement le sang de mon mari? Madame Dubois? Je me retournai. Un homme se tenait là, la quarantaine bien entamée, les tempes légèrement grisonnantes. Mon cœur manqua un battement. Ses yeux, c'étaient exactement les mêmes que ceux de Jacques. Cette façon de pencher légèrement la tête en parlant, se plie au coin des lèvres. « Monsieur Dantec », répondis-je, la voix moins assurée que je ne l'aurais souhaité. « Je vous présente ma petite fille, Emma. » Nous nous installâmes à une table en terrasse, face à la mer. Philippe commanda un café serré, exactement comme Jacques l'aurait fait. Chaque geste, chaque intonation, était une nouvelle blessure, un rappel constant du mensonge qui avait habité mon mariage. Un maître Fabre m'a expliqué la situation, commença-t-il après un silence gêné. Je dois vous avouer que j'ai eu du mal à y croire. Ma mère ne m'a jamais parlé de Jacques Dubois comme étant mon père. Il prononça le nom de mon mari avec une hésitation, comme s'il testait un vêtement qui n'était pas à sa taille. Votre mère, Catherine, dis-je doucement, est-elle toujours en vie? Il secoua la tête. Elle est décédée il y a 5 ans. Cancer du poumon. Elle n'a jamais cessé de fumer malgré mes supplications. Un autre silence s'installa, rempli de questions non formulées, de vies parallèles qui soudain convergeaient de façon chaotique. Comment l'avez-vous appris? Demandai-je finalement. Que Jacques était votre père. Philippe sortit de sa veste une enveloppe usée, similaire à celle que j'avais trouvée dans le coffre. Ma mère m'a laissé ceci. Je ne devais l'ouvrir qu'après sa mort. Elle y explique tout. Leur rencontre à Marseille en 1962, leur liaison, ma naissance, et le fait que Jacques avait choisi de rester avec vous, mais qu'il n'avait jamais cessé de nous soutenir financièrement. Sa voix était neutre, contrôlée,
mais je percevais la douleur sous-jacente, celle d'un enfant qui découvre tardivement que sa vie entière était construite sur un mensonge. Je n'ai jamais cherché à le contacter, poursuivit-il. Ma mère m'avait fait promettre de respecter son choix, sa vie avec vous. Et puis récemment, j'ai reçu un appel étrange. Un homme qui se présentait comme Laurent Dubois, mon demi-frère, je suppose. Emma et moi échangeâmes un regard inquiet. « Que voulait-il » demanda Emma, intervenant pour la première fois. Philippe haussa les épaules. « Me rencontrer, disait-il. Parler d'héritage. » Il semblait très pressé et presque désespéré. Le serveur apporta nos consommations. Je fixai mon thé, observant les feuilles qui tourbillonnaient lentement dans l'eau brûlante, comme les secrets qui remontaient à la surface de notre vie familiale. « Monsieur Dantec, dis-je en relevant les yeux, mon fils a falsifié ma signature pour s'approprier mes biens. Il tente de me faire déclarer inapte. Et maintenant, il vous contacte. Je crains qu'il ne cherche à vous manipuler également. » Philippe hocha la tête, pensif. J'ai refusé de le rencontrer sans en savoir plus. C'est pour ça que j'ai contacté Maître Fabre qui m'a mis en relation avec vous. Il m'a fait une pause, jouant avec sa petite cuillère. Je ne suis pas intéressé par l'argent ou les propriétés de Jacques, vous savez. J'ai ma propre vie, mon propre cabinet d'architecture à Lyon. Je veux juste comprendre, savoir qui était vraiment cet homme qui m'a donné la vie, mais jamais son nom. Sa sincérité me toucha profondément. Cet homme n'était pas un ennemi, pas un vautour venu réclamer sa part, juste un fils cherchant des réponses, comme nous tous. Jacques était un homme bon, dis-je, la gorge serrée, malgré ses erreurs. Il était attentionné, brillant, passionné par son métier. Il aimait la poésie de Prévert et détestait les endives. Un sourire mélancolique effleura mes lèvres. Il ne supportait pas l'injustice. C'est sans doute pour ça qu'il a veillé sur vous, même de loin. Philippe absorbait chaque mot, chaque détail sur cet homme qui lui était à la fois si proche et si étranger. Emma observait cet échange avec une expression indéchiffrable. « J'ai des photos, proposai-je. Si vous voulez voir, j'aimerais beaucoup, répondit-il d'une voix émue. Notre conversation fut interrompue par la sonnerie stridente de mon téléphone. Le numéro de Laurent s'affichait sur l'écran. Je montrai l'appareil à Emma qui fronça les sourcils. « Ne réponds pas, mamie. » Mais une intuition me poussa à décrocher, mettant le haut-parleur pour que Philippe et Emma puissent entendre. « Maman ?» La voix de Laurent était tendue, presque hystérique. « Où es-tu ? J'ai essayé de passer chez toi, tu n'y étais pas. Je suis sorti prendre un café, Laurent. Je n'ai pas à te rendre compte de mes mouvements. »« Tu es avec qui ?» insista-t-il. « Emma est avec toi ?» Emma me fit signe de ne rien dire. « Je suis avec une amie. » mentis-je. « Pourquoi cette urgence ? Le docteur Moreau a un créneau aujourd'hui. Je passe te chercher dans 1 heure. Cette fois, pas d'excuses. » Son ton autoritaire me glaça le sang. Cela ne ressemblait pas au fils que j'avais élevé. « Je ne serai pas rentré, » répondis-je fermement. « Et je n'ai pas besoin de voir ton médecin. Maman, ne sois pas difficile. C'est pour ton bien. » Il tenta de radoucir sa voix, mais l'impatience perçait sous le vernis de sollicitude. « On s'inquiète pour toi, c'est tout. Tu as été désorienté ces derniers temps. » Philippe écoutait, les sourcils froncés, comprenant visiblement la manipulation qui se jouait. « Je vais parfaitement bien, Laurent, » dis-je en raccrochant sans lui laisser le temps de répondre. Un silence lourd s'abattit sur notre table. Les mouettes criaient au-dessus du port, indifférentes au drame qui se jouait. « Votre fils semble déterminé, » observa Philippe avec une retenue toute diplomatique. « Il est désespéré, » corrigea Emma. « Les dettes du cabinet notarial s'accumulent. Il a besoin d'argent rapidement. » Philippe nous regarda tour à tour, puis prit une décision qui allait changer le cours de notre histoire familiale. « Madame Dubois, je crois qu'il est temps que je rencontre mon demi-frère, mais pas comme il l'imagine. Si vous me le permettez, je voudrais vous aider. » Nous quittâmes le café des navigateurs avec un plan. Philippe nous accompagna jusqu'à mon appartement, où nous retrouvâmes Maître Fabre qui nous attendait, élégante et imperturbable dans son tailleur anthracite. Le soleil déclinait déjà, projetant des ombres allongées sur le sol de mon salon, comme si le temps lui-même s'étirait sous la tension de ce moment. « J'accepte la rencontre avec Laurent », annonça Philippe, s'adressant à la notaire, « mais à mes conditions et en votre présence. » Rosalie Fabre hocha la tête, son regard perçant évaluant cet homme qu'elle rencontrait pour la première fois. « Êtes-vous certain ? Laurent Dubois n'est pas un adversaire à sous-estimer. » Philippe eut un sourire triste qui, une fois encore, me rappela douloureusement Jacques.
Je négocie avec des promoteurs immobiliers sans scrupules depuis 20 ans. Je sais reconnaître la duplicité. Pendant qu'ils finalisaient les détails, je me retirais dans ma chambre, prétextant un besoin de repos. La vérité était que je ne supportais plus de voir ce visage si semblable à celui de mon mari, portant l'empreinte d'une autre femme. Chaque expression, chaque geste de Philippe était comme un poignard qui me rappelait que ma vie entière avait été construite sur un socle de mensonges. Assise sur mon lit, je sortis l'album photo que j'avais promis à Philippe. Les clichés jaunis de notre mariage, de nos vacances en Corse, des premiers pas de Laurent. Jacques souriait sur chaque image, l'air heureux et sans remords. Comment avait-il pu vivre ainsi, partagé entre deux familles, sans que la culpabilité ne le consume? Ou peut-être l'avait-elle rongé en silence, jour après jour? Une photo en particulier attira mon attention. Jacques à la naissance de Laurent, tenant fièrement son fils dans ses bras. Son regard, ce n'était pas simplement de la joie de père. Il y avait quelque chose d'autre, une ombre que je n'avais jamais remarquée auparavant. Était-ce le poids de son secret? La pensée de cet autre enfant, Philippe, alors âgé de 3 ans, qui grandissait sans son nom? On frappa doucement à ma porte. C'était Emma. « Mamie, Philippe doit partir. Il voudrait te dire au revoir. » Je rejoignis le salon, l'album à la main. Philippe se tenait près de la fenêtre contemplant la vue sur le port que Jacques avait tant aimé. Le soleil couchant nimbait sa silhouette, lui donnant une allure presque irréelle. « Monsieur Dantec, » dis-je, m'efforçant de garder une voix ferme. « Voici l'album que je vous ai promis. Vous pouvez l'emprunter si vous le souhaitez. » Il se tourna vers moi, surpris par ce geste inattendu. « Vous êtes sûr? Ces souvenirs vous appartiennent? Ce sont aussi les vôtres, d'une certaine façon, répondis-je. Jacques était votre père. Vous avez le droit de le connaître, même rétrospectivement. Il prit l'album avec précaution, le feuilletant lentement. Son doigt s'arrêta sur une photo de Jacques dans son cabinet notarial, debout près d'une imposante bibliothèque remplie de codes juridiques. C'était donc ça son bureau, murmura-t-il. Ma mère me disait toujours que mon père était un homme important, qui protégeait les secrets des autres. Il eut un rire sans joie. Je ne saisissais pas l'ironie à l'époque. Avant qu'il ne parte, nous finalisâmes notre stratégie. Philippe rencontrerait Laurent le lendemain dans les bureaux de Maître Fabre, prétendant vouloir discuter de l'héritage. J'y assisterais, mais caché dans une pièce adjacente, avec Emma. Nous espérions que Laurent, se croyant seul avec ce demi-frère qu'il pensait manipuler, révélerait ses véritables intentions. Cette nuit-là, seul dans mon lit, je ne trouvais pas le sommeil. Les révélations s'enchaînaient, chacune plus douloureuse que la précédente. J'allumai ma lampe de chevet et ouvris le tiroir de ma table de nuit, en sortant la vieille boîte en bois sculptée que Jacques m'avait offerte pour nos 20 ans de mariage. J'y conservais mes trésors les plus précieux, nos alliances, le bracelet de naissance de Laurent, quelques lettres d'amour jaunies par le temps. Tout au fond, sous un mouchoir de soie, se trouvait une clé que je n'avais jamais utilisée. Une petite clé en laiton, sans étiquette ni indication. Jacques me l'avait confiée peu avant sa mort, murmurant « Si un jour tu as besoin de preuves, utilise-la ». Je l'avais rangée, supposant qu'elle ouvrait quelques coffres professionnels sans importance. Maintenant, je me demandais. Le lendemain matin, le téléphone me réveilla à l'aube. C'était Rosalie Fabre, la voix tendue. « Eliane, il y a eu un développement. Le tribunal a reçu une demande de mise sous tutelle vous concernant. Laurent a accéléré les procédures. Nous devons agir vite. » Mon sang se glaça. Quand? L'audience préliminaire est prévue dans 3 jours. Laurent a mobilisé 3 médecins qui attestent de votre prétendue incapacité, dont ce fameux docteur Moreau. Il prétend que vous refusez les soins, que vous êtes paranoïaque. Je sentis la panique m'envahir. 3 jours. En 3 jours, je pouvais perdre tout contrôle sur ma vie, mes biens, mes décisions. Devenir légalement une enfant dont mon propre fils serait le tuteur. La rencontre d'aujourd'hui est d'autant plus cruciale, poursuivit Rosalie. Si nous pouvons prouver les intentions malveillantes de Laurent, la demande de tutelle sera rejetée. Je m'habillais mécaniquement, choisissant avec soin ma tenue. Mon tailleur gris perle, celui que je portais aux occasions importantes. Jacques disait toujours que cette couleur me donnait l'air d'une reine. Aujourd'hui, j'avais besoin de cette force. Emma vint me chercher en voiture. Son visage était pâle, tendu. « Laurent a appelé papa ce matin », me dit-elle en démarrant. Il était furieux que je ne réponde pas à ses appels. Il soupçonne que je suis « de ton côté », comme il dit. « Je suis désolé de te mettre dans cette situation », murmurai-je. « Ce conflit ne devrait pas t'impliquer ?» Elle serra ma main.
son regard déterminé. « Tu es ma grand-mère. Bien sûr que je suis impliqué. » Le cabinet de Maître Fabre se trouvait dans un hôtel particulier du XVIIIe siècle, au cœur d'Aix-en-Provence. Nous entrâmes par l'arrière, comme convenu, et Rosalie nous conduisit dans une petite pièce attenante à son bureau principal. Un système d'interphone discret nous permettrait d'entendre toute la conversation. « Philippe est déjà là », nous informa-t-elle. Laurent devrait arriver d'un moment à l'autre. L'attente fut insupportable. Je fixais la petite lumière rouge de l'interphone, le cœur battant à tout rompre. Emma tenait ma main, aussi tendue que moi. Finalement, la voix de l'assistante de Maître Fabre annonça l'arrivée de Laurent. J'entendis des pas, une porte qui s'ouvrait, puis la voix de mon fils. « Monsieur Dantec, Laurent Dubois, merci d'avoir accepté cette rencontre. C'est normal entre frères, n'est-ce pas ?» répondit Philippe. Une pointe d'ironie dans la voix que Laurent ne sembla pas percevoir. « Demi-frère », corrigea Laurent. « Et encore, uniquement sur le papier. Je dois avouer que la découverte de votre existence a été, disons, inattendue. Sans doute moins inattendue pour vous que pour moi, » répliqua Philippe. « Après tout, c'est vous qui m'avez contacté le premier. » Il y eut un silence, puis le bruit d'une chaise qu'on tire. Je m'imaginais Laurent s'installant confortablement, préparant son numéro de charme et de manipulation. « Maître Fabre m'a indiqué que vous souhaitiez discuter de l'héritage de notre père, » reprit Philippe. « En effet, » répondit Laurent, sa voix soudain plus chaleureuse. « Je pense qu'il est temps de clarifier cette situation, complexe. Après tout, nous sommes des adultes civilisés, n'est-ce pas ?» Je fermai les yeux, reconnaissant à peine mon propre fils dans cette voix mielleuse qui s'apprêtait à négocier ma perte. Dans la petite pièce adjacente, Emma et moi étions suspendus à chaque mot échangé entre Laurent et Philippe. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il pourrait s'entendre à travers les murs. Je serrais convulsivement le mouchoir en dentelle que j'avais emporté, vestige d'une époque où les certitudes familiales n'avaient pas encore volé en éclats. « Parlons franchement, monsieur Dantec », poursuivit la voix de Laurent à travers l'interphone. Cette histoire d'héritage pourrait devenir compliquée, des procédures juridiques interminables, des expertises coûteuses, des années de tribunaux. « Je ne suis pas pressé », répondit calmement Philippe. « Et vous ?» Un silence. Je pouvais presque imaginer Laurent, déstabilisé par cette réponse directe, réajustant sa stratégie comme un joueur d'échecs contraint de repenser son approche. « Disons que j'aimerais régler cette affaire rapidement », admit-il finalement. Pour épargner à ma mère le stress d'une bataille juridique à son âge, je serrai les dents à cette mention hypocrite de mon bien-être. Emma pressa ma main en signe de soutien, son visage pâle reflétant l'indignation que je ressentais. « Votre sollicitude pour votre mère est touchante, » remarqua Philippe, son ironie à peine voilée. « Mais si je comprends bien, la majorité des biens en question lui appartiennent encore, n'est-ce pas? La maison de Vaufrèges, notamment. »« Techniquement, oui, » concéda Laurent. « Mais ma mère n'est plus en mesure de gérer ses affaires. Son état se dégrade rapidement. Des pertes de mémoire, des comportements irrationnels, comme refuser de voir un médecin que vous avez choisi ?» suggéra Philippe. « Exactement !» s'exclama Laurent, ne percevant pas le piège. « Elle devient paranoïaque. Elle s'imagine des complots contre elle. C'est un symptôme classique de démence sénile. » Je fermai les yeux, blessé au plus profond de mon être par ces mensonges prononcés si facilement. Était-ce vraiment mon fils, l'enfant que j'avais porté, nourri, éduqué, qui parlait ainsi de moi? La procédure de mise sous tutelle est déjà engagée, poursuivit Laurent, sa voix prenant un ton confidentiel. D'ici une semaine, j'aurai l'autorité légale pour gérer l'ensemble de ces biens. C'est pourquoi je vous propose un arrangement pragmatique. Je vous écoute, répondit Philippe, sa voix parfaitement neutre. Renoncez à toute revendication sur l'héritage de notre père et je vous offre 200 000 €. Cash. Immédiatement. Emma étouffa un cri d'indignation. Je restai pétrifié, comprenant soudain l'ampleur de la cupidité de mon fils. Une proposition généreuse, commenta Philippe après un moment de silence calculé. Mais j'ai une question. Qu'adviendra-t-il exactement de votre mère, une fois qu'elle sera sous tutelle? Laurent hésita, puis sa voix prit une tonalité faussement affligée. Nous n'avons pas d'autre choix que de la placer en établissement spécialisé. Pour sa propre sécurité, vous comprenez? La maison sera probablement vendue pour couvrir les frais de sa prise en charge. Je vois, dit Philippe. Et cette maison vaut combien approximativement? Sur le marché actuel, près de 2 millions. Vue sur mer, quartier prisé, mais ce n'est qu'un détail. L'important est le bien-être de ma mère. Je tremblais maintenant de tous mes membres, retenant mes larmes.
La maison que Jacques et moi avions achetée avec tant de sacrifices, où chaque pierre, chaque plante du jardin racontait notre histoire. Et si votre mère s'opposait à ce placement? Demanda Philippe, hypothétiquement parlant. Le rire de Laurent résonna méprisant. Elle n'aura pas son mot à dire. C'est bien l'intérêt d'une mise sous tutelle. Elle sera considérée comme incapable de prendre des décisions rationnelles. Ingénieux, murmura Philippe. Et votre épouse partage cette stratégie? Corinne? C'est elle qui a eu l'idée, figurez-vous. Elle a toujours eu le sens des affaires. Laurent laissa échapper un autre rire, complice celui-là. Entre nous, ma mère et elle ne se sont jamais vraiment entendues. La vieille école et la nouvelle génération, vous voyez? Mon cœur se brisa un peu plus. Corinne, que j'avais accueillie dans la famille, à qui j'avais offert les boucles d'oreilles de ma mère pour son mariage, que j'avais soutenue pendant ces 2 grossesses difficiles. J'ai une dernière question, dit Philippe, sa voix légèrement plus tendue. Le testament de Jacques Dubois stipule clairement que sa femme doit jouir de l'usufruit de tous ses biens jusqu'à son décès. Comment comptez-vous contourner cela? Laurent émit un claquement de langue impatient. Vous semblez bien informé pour quelqu'un qui vient de découvrir l'existence de son père. J'ai fait mes devoirs, répondit simplement Philippe. Eh bien, sachez qu'un testament peut être contesté s'il peut être prouvé que le testateur n'était pas en pleine possession de ses facultés mentales au moment de sa rédaction. Les derniers mois de mon père ont été difficiles. Morphine à haute dose, confusion. Il est tout à fait plausible qu'il n'ait pas réalisé ce qu'il signait. Je portais la main à ma bouche pour étouffer un sanglot. C'était trop. Jacques avait été lucide jusqu'à ses derniers jours, malgré la douleur. Laurent le savait parfaitement. « Je vois », dit Philippe d'une voix devenue glaciale. « Et vous êtes prêt à salir la mémoire de votre père pour vous approprier ses biens. Impressionnant. » Un silence. Laurent avait visiblement perçu le changement de ton. « Ne soyez pas si dramatique », répliqua-t-il avec une certaine nervosité. « Ce sont des procédures légales standards. La question est, acceptez-vous mon offre, oui ou non? J'ai une contre-proposition, annonça Philippe. La tension dans la pièce adjacente était palpable. Emma s'était rapprochée de l'interphone, comme si elle pouvait voir à travers. « Je suis curieux de l'entendre », répondit Laurent, la méfiance perçant dans sa voix. « Et si ?» commença lentement Philippe. « Au lieu de ce petit arrangement discret, nous laissions la justice décider, avec tous les éléments en main, bien sûr, y compris l'enregistrement de notre conversation d'aujourd'hui. » Quel enregistrement? La voix de Laurent monta d'un octave, soudain paniquée. Ce fut le moment que choisit Maître Fabre pour intervenir, sa voix calme et professionnelle résonnant clairement. « Monsieur Dubois, je dois vous informer que cette conversation est effectivement enregistrée avec le consentement de Monsieur Dantec. De plus, votre mère et votre fille sont dans la pièce voisine et ont tout entendu. Un bruit de chaises renversées, des pas précipités. « Restez assis, Monsieur Dubois », ordonna Rosalie Fabre. « À moins que vous ne souhaitiez ajouter la fuite à la liste de vos infractions, qui comprend déjà la tentative de fraude, la falsification de documents et la manipulation de témoignages médicaux. »« C'est un piège » hurla Laurent. « Vous n'avez pas le droit. »« Au contraire » répliqua Maître Fabre. « Tout ceci est parfaitement légal. Et maintenant, je vous suggère de vous asseoir et d'écouter ce que votre mère a à vous dire. » La porte de la petite pièce s'ouvrit. Rosalie nous fit signe d'entrer. Soutenu par Emma, je pénétrai dans le bureau principal, le cœur battant à me rompre la poitrine. Laurent était là, debout, le visage déformé par la colère et la peur. Nos regards se croisèrent. Pour la première fois de sa vie, mon fils baissa les yeux devant moi. « Laurent, commençai-je, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru possible, regarde-moi et dis-moi que tu ne voulais pas vraiment me dépouiller de tout et m'enfermer contre ma volonté. » Il ne répondit pas, fixant obstinément le sol. « Dis-moi que c'était une erreur, que tu t'es laissé influencer. » Insistai-je, une partie de moi espérant encore, malgré tout, une explication, un remords, quelque chose qui pourrait sauver notre relation. Mais quand il releva enfin la tête, ce n'était pas le repentir que je vis dans ses yeux, mais une froide détermination. « Tu ne comprends pas, siffla-t-il. Le cabinet est au bord de la faillite. J'ai des dettes énormes. Cette maison est notre seule issue. » « Notre » répétai-je, incrédule. « Tu veux dire ta seule issue? Car moi, ta propre mère, je ne suis qu'un obstacle à écarter, n'est-ce pas ?» Il ne répondit pas, mais son silence était une confirmation suffisante. Les semaines qui suivirent cette confrontation chez Maître Fabre furent parmi les plus éprouvantes de ma vie. Le tribunal de grande instance de Marseille devint ma seconde maison, avec ses couloirs austères, ses salles d'audience aux boiseries imposantes,
et cette atmosphère particulière où les drames familiaux se dévoilent sous le regard impassible de la justice. L'audience pour la demande de tutelle fut annulée, bien sûr. L'enregistrement de Laurent négociant ma mise sous tutelle pour s'approprier mes biens avait suffi à convaincre le juge. Mais ce n'était que le début d'une bataille juridique bien plus vaste. Laurent, acculé, avait contre-attaqué en contestant la validité du testament de Jacques, affirmant que la reconnaissance de paternité de Philippe était un faux et que j'étais complice d'une tentative d'escroquerie. Ce matin-là, je me préparais pour une nouvelle audience. Le calendrier sur mon mur indiquait le 17 mai, 3 mois jour pour jour après que j'avais surpris cette conversation fatidique entre mon fils et ma belle-fille. Dehors, Marseille s'éveillait sous un soleil radieux qui semblait se moquer de mon tourment intérieur. Le parfum des jasmins en fleurs sur ma terrasse me rappelait cruellement les printemps d'autrefois, lorsque Laurent enfant m'apportait des bouquets sauvages, cueillis sur le chemin de l'école. Emma vint me chercher comme à chaque audience, fidèle, inébranlable dans son soutien malgré la pression familiale. Corinne lui avait interdit de voir ses jeunes frères, prétextant ma mauvaise influence sur elle. Cette cruauté supplémentaire m'avait brisé le cœur. Non seulement je perdais mon fils, mais Emma était punie pour sa loyauté envers moi. « Tu es prête, mamie ?» me demanda-t-elle doucement, réajustant le col de ma veste. Maître Fabre dit que c'est une audience cruciale aujourd'hui. Le juge pourrait rendre sa décision finale. J'acquiesçais en silence. J'avais choisi avec soin ma tenue. Une robe bleu marine sobre, les perles que Jacques m'avait offertes, et j'avais coiffé mes cheveux blancs en un chignon strict. Je voulais apparaître telle que j'étais. Une femme âgée mais digne, lucide et déterminée. Le palais de justice grouillait d'activité lorsque nous y arrivâmes. Avocats en robe, justiciables anxieux, personnel judiciaire affairé, ce ballet quotidien auquel je participais désormais malgré moi. Philippe nous attendait près de l'entrée de la salle d'audience, élégant dans son costume sombre. En 3 mois, nous avions développé une relation singulière, ni tout à fait familiale, ni simplement amicale. Un lien forgé dans l'adversité, nourri par ce père que nous avions partagé sans le savoir. « Vous êtes magnifique, Eliane », me dit-il avec ce sourire qui me rappelait tant Jacques. Prête pour ce grand jour ? J'inspirais profondément. Aussi prête qu'on peut l'être pour affronter son propre fils devant un tribunal. Son regard s'adoucit. Il comprenait, sans que j'aie besoin d'expliquer davantage la douleur qui me tenaillait chaque fois que j'entrais dans cette salle, et que je voyais Laurent, assis de l'autre côté, refusant de croiser mon regard. Maître Fabre nous rejoignit, serrant contre elle une épaisse serviette en cuir contenant tous les documents de l'affaire. Son visage habituellement impassible trahissait une certaine excitation. « J'ai une nouvelle importante », nous annonça-t-elle à voix basse. La secrétaire de Laurent au cabinet a accepté de témoigner. Elle confirmera la falsification des documents et les détournements de fonds. Elle a tout consigné, date et montant précis. Un murmure parcourut notre petit groupe. C'était potentiellement décisif. « Pourquoi maintenant ?» demanda Emma méfiante. « Elle a reçu sa lettre de licenciement hier », expliqua Rosalie. « Apparemment, Corinne veut réduire les coûts en remplaçant le personnel expérimenté par des stagiaires sous-payés. L'ironie de la situation aurait pu me faire sourire, si le contexte n'avait pas été si douloureux. La cupidité de ma belle-fille se retournait contre elle, créant des alliés inattendus dans notre camp. Nous entrâmes dans la salle d'audience. De l'autre côté, Laurent et Corinne étaient déjà installés avec leur avocat, Maître Benoît, un homme à la réputation aussi brillante que douteuse. Corinne me lança un regard venimeux, mais Laurent gardait les yeux fixés sur ses mains comme à chaque audience. Le juge Mercier entra, et nous nous levâmes tous. C'était un homme d'une 60aine d'années, aux cheveux poivre et sel et au regard pénétrant, connu pour son intégrité et son manque de patience envers les manœuvres dilatoires. L'audience commença par les habituelles formalités. Puis vint le moment tant attendu, le témoignage de Sylvie Moreau, l'ancienne secrétaire du cabinet notarial. Petite femme discrète dans son tailleur beige, elle s'avança d'un pas hésitant vers la barre. Lorsqu'elle commença à parler, sa voix était faible, mais assurée. J'ai travaillé pour le cabinet Dubois pendant 22 ans, d'abord sous la direction de M. Jacques Dubois, puis de son fils Laurent. Depuis environ 3 ans, j'ai constaté des irrégularités croissantes dans la gestion. Elle détailla méthodiquement les malversations, détournement de fonds de clients, falsification de signatures, manipulation comptable. À mesure qu'elle parlait, je voyais le visage de Laurent se décomposer, celui de Corinne se durcir de colère. « Et concernant Madame Eliane Dubois », poursuivit Sylvie,
J'ai personnellement vu M. Laurent Dubois falsifier sa signature sur plusieurs documents, notamment une procuration générale et une demande d'évaluation psychiatrique. Un murmure parcourut l'assistance. Le juge Mercier fronça les sourcils, prenant des notes sur son carnet. Après ce témoignage dévastateur, Maître Benoît tenta désespérément de discréditer Sylvie, l'accusant de vengeance personnelle suite à son licenciement. Mais sa crédibilité était établie par les documents qu'elle avait apportés, copies de transactions douteuses, notes personnelles datées, emails compromettants. Le juge Mercier, visiblement lassé des manœuvres de la défense, finit par lever la main. « J'en ai assez entendu », déclara-t-il fermement. « Cette affaire traîne depuis trop longtemps, avec des accusations graves qui mériteraient d'être portées au pénal. Je rendrai mon jugement après une courte délibération. » Il se retira, nous laissant dans un silence tendu. Emma serra ma main tandis que Philippe restait stoïque, observant Laurent qui chuchotait frénétiquement avec son avocat. 40 minutes plus tard, le juge revint. Nous nous levâmes tous à nouveau, mon cœur battant si fort que je pouvais à peine respirer. Après examen des éléments présentés, commença le juge Mercier, je déclare que le testament de M. Jacques Dubois est parfaitement valide, y compris la reconnaissance de paternité concernant M. Philippe Dantec. Une vague de soulagement me submergea, mais le juge n'avait pas terminé. En conséquence, la succession sera répartie comme suit. 1/3 pour M. Philippe Dantec, 1/3 pour M. Laurent Dubois, et l'usufruit de l'ensemble des biens pour Mme Éliane Dubois, jusqu'à son décès. Il marqua une pause, puis poursuivit d'une voix plus grave. Cependant, étant donné les preuves de malversation financière présentées aujourd'hui, j'ordonne le gel immédiat des avoirs de M. Laurent Dubois et transmets le dossier au procureur pour enquête pénale. Monsieur Dubois, je vous conseille vivement de consulter un avocat spécialisé en droit pénal. Le visage de Laurent devint livide. Corinne, à ses côtés, semblait sur le point de s'évanouir. Maître Benoît tentait désespérément d'obtenir un délai, mais le juge fut inflexible. L'audience est levée. Dans le tumulte qui suivit, je restai immobile, incapable de ressentir la joie de cette victoire juridique. J'avais gagné, oui, mais à quel prix? Mon fils allait probablement être poursuivi pénalement. Ma famille avait été déchirée, peut-être irrémédiablement. En quittant le tribunal, Laurent passa près de moi. Nos regards se croisèrent enfin, et ce que je vis dans ses yeux n'était pas du remords, mais une froide rancœur qui me glaça jusqu'aux os. « Tu as choisi un étranger plutôt que ton propre fils », murmura-t-il avec amertume avant de s'éloigner, Corinne sur ses talons. Ces mots me poursuivirent, pendant des semaines, des mois, résonnant dans le silence de ma grande maison désormais vide de toute présence familiale, hormis les visites fidèles d'Emma. La trahison familiale est peut-être la blessure la plus profonde qu'un cœur puisse endurer. Comme je l'ai découvert à mes 72 ans, ceux que nous avons portés, nourris et aimés peuvent parfois se transformer en étrangers, prêts à nous sacrifier pour leurs propres intérêts. Mon histoire vous fait-elle réfléchir? Que feriez-vous si vous découvriez que votre propre enfant complote contre vous? Garderiez-vous le silence par amour? Ou vous battriez-vous pour votre dignité comme je l'ai fait? La vie nous réserve parfois des alliés, là où nous les attendons le moins. Philippe, ce fils dont j'ignorais l'existence, est devenu mon soutien le plus précieux, tandis que mon propre fils s'éloignait dans les ténèbres de la cupidité. Nos familles sont comme des puzzles complexes, où certaines pièces s'emboîtent parfaitement et d'autres, malgré nos efforts, ne trouveront jamais leur place. Mais rappelez-vous ceci, même dans nos moments les plus sombres, la vérité finit toujours par émerger, comme une bouée de sauvetage dans une mer déchaînée. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à la partager avec vos proches. Abonnez-vous à la chaîne pour d'autres récits qui vous feront réfléchir sur les complexités de l'amour, de la famille et des choix qui définissent nos vies. Laissez un commentaire pour me dire ce que vous auriez fait à ma place. Votre soutien permet à ces histoires de continuer à toucher des cœurs et à rappeler que, même dans nos épreuves les plus douloureuses, nous ne sommes jamais vraiment seuls.